Bonsoir à vous, ma très chère famille. Bonsoir à vous, mes très chers amis. Bienvenue à cette autre causerie de mardi, 21h, heure du Cameroun. Alors, merci encore à vous tous pour l'énorme boulot que vous êtes en train d'abattre pour que cette autre façon de voir les choses, s'accomplisse un peu et que nous avons dit merci parce qu'on a eu presque 360 poussières de partage. C'est adorable. Alors ce soir, on va parler des systèmes éducatifs. Il y a ceux qui vont à l'école et ceux qui vont en classe. À la santé, ce soir, c'est mon vin de palme là. Quelqu'un m'a envoyé mon vin de raffia de Banjoum. Waouh! Ah! Merci à mes amis de Banjoum. On va essayer de voir ensemble est-ce que ce sont nos papas là, les hommes là aux cheveux crépus là, les petits sorciers de noir là, est-ce que c'est eux qui voyaient les choses mieux? Ou alors c'est le colon qui a bien vu la chose et puis bon, voilà, ça marche. Le système éducatif colonial ne nous aide pas vraiment. Premièrement, parce que c'est un système qui nous impose les langues étrangères. Or, si nous ne pouvons pas communiquer avec nos ancêtres, parce qu'aujourd'hui on a des petits-enfants, on a des arrière-petits-enfants, on a une génération de ces enfants qui voudraient connaître les choses de chez nous, parler en langue de chez nous. Ils n'auront pas à apprendre ça dans une salle là-bas en France, où on ouvre des trucs de langue, non. Nous, on peut les avoir ici. Le chinois est en train d'exporter lui aussi sa langue. Mais nous comprenons donc à partir de là que la langue est un outil important si l'on veut réussir dans la vie. Parce que emprunter la langue de l'autre suppose déjà que sur le plan linguistique, il est ton prédateur et tu es sa proie. Ça ne souffre de rien. Si désormais, il faut parler à nos ancêtres en français, je dis ça commence à être très dangereux parce que moi qui vous parle, nous avons un programme de recherche. Ça c'est sur le plan, je vais appeler ça mystique parce que mystique veut dire ce qui dépasse la raison. Je l'ai toujours dit qu'à 10% on est physique et à 90% il y a tellement de corps que vous ne pouvez même pas imaginer. Tellement de corps, tellement de mémoire, tellement. C'est des milliards de ces outils là-dedans. Donc, il n'y a pas que le corps physique, mais il y a d'autres corps. Dans le cadre de cette chose-là, lorsque j'invoque, par exemple, je dois appeler mon papa avec les mots de mon village, les mots qu'il m'a enseignés. Parce que la langue a une résonance. Cette résonance active le processus cosmique par les vibrations qu'il émet. Vous ne pouvez pas seulement parler, dire qu'on a un ton, il a un ton, il a un ton. Mais il s'agit de quoi avoir un ton? Ce sont les différentes mémoires qui composent la parole qui la produisent maintenant. Mais en s'accordant harmonieusement avec notre mental, avec notre dimension émotionnelle, avec notre dimension énergétique. Parce que vous savez que quand vous parlez beaucoup, vous perdez également en énergie. Donc, le langage est un outil terrible et sacré. Je le dis ce soir parce que c'est aussi un héritage colonial. Ben, c'est vrai. Nous sommes certainement encore les proies. À chacun d'ouvrir les yeux. Vous n'irez pas invoquer vos ancêtres en anglais ou en allemand ou en espagnol. Il est vraiment encore regrettable, mais je crois que certainement on va s'approcher du ministre de l'Éducation pour lui faire comprendre qu'aujourd'hui en Espagne,
On souffre. Il y en a qui n'ont même pas de quoi manger en Espagne. Mais il est regrettable qu'on ait encore des quatrièmes espagnols, quatrièmes allemands. Ça sert à quoi encore d'abîmer, de détruire ce mental, ce petit cerveau, avec des choses qui ne nous servent pas? Qu'est-ce qu'un Africain, un bon gars que je connais, un bon gars de Banjul, ou un bon gars de d'Ayos, ou alors un très bon gars de Jakiri, ou alors un très bon gars de Tibati, ou un très bon gars de Mezese, ou alors un très bon gars de, comment je vais appeler, tellement il va faire quoi? Il va faire quoi? Peut-être que nous n'avons pas encore parcouru les beautés de notre pays, les beautés de notre Afrique. Non, il y a des gars, ils ont reçu un enseignement, ils étaient à l'école, ils sont à l'école. D'abord, on en reparle. Donc, la langue du colon est déjà très dangereuse. Ceci dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce que j'entends souvent, je les entends souvent, spécialistes de la langue française. Comment ça, un gars de Banjul peut être spécialiste de la langue française? Mais c'est une bonne chose. Sauf qu'il doit d'abord être spécialiste de sa langue. Parce que c'est en sa langue qu'il va inciter, qu'il va activer les turbines qui animent sa vie. Parce que qu'il le veut ou pas, nous sommes obligés de nous réaliser. C'est la règle. Que vous le voulez ou pas, vous pouvez vous réaliser dans le désespoir, tout comme vous vous réalisez dans l'espoir. Mais vous êtes toujours obligé de vous réaliser. On a le vampirisme de ce système-là. Le système éducatif, colonial, nous vampirise. Parce que, premièrement, il ne nous donne pas les outils pour protéger nos savanes, pour protéger les marigots qui portent une histoire, qui portent une charge totémique. C'est des marigots qui portent des charges énormes. Il y a eu parfois des célébrations dans ces petits cours d'eau que vous négligez aujourd'hui. Je ne sais pas, mais ça a toujours été des lieux de rencontre. Ceci, lorsque nous sommes spécialistes de l'écologie, et que nous les Africains, nous les Noirs, là, qui avons encore la chance d'avoir des lions, la savane avec de l'herbe pure, comme si c'est Dieu qui l'a créé, on a encore des savanes sauvages, la main de l'homme ne connaît pas encore passé par là. On a tellement de belles choses, mais c'est regrettable que dans 5, 10 ans, 20 ans, on aura des problèmes de cancer pulmonaire. Parce que l'air que nous respirons est déjà mauvais. Comment on peut nous se trouver en savane, dans la savane, au bon milieu de ce paradis terrestre, et souffrir? Aujourd'hui, ce que vous entendez, les parcs de tel parc de ceci dans les pays, n'appartiennent pas à ce pays. C'est le business de l'étranger. Vous voyez que c'est du vampirisme pur et dur. Malheureusement, c'est le système colonial. Il vous amène à détruire ce que vous avez de plus cher. On avait des marigots, naturellement. Moi, je pense que j'ai fait quelques recherches ici à Bonépoupa. On avait des petits cours d'eau comme ça, et qui ont tellement abreuvé des vies, des générations. On vous dit que l'ancêtre de mon grand-père buvait dans cette eau. J'ai vu ça à Mezese. Ça, c'est du côté de Saint-Mélima. Pour ceux qui connaissent Mezese, il y a une maman, une initiée là qu'on appelle Maman Adrien, à qui je passe vraiment un grand bonsoir. J'espère que ses enfants me suivent. Maman Adrien, vraiment un grand coucou pour tout ce que tu m'as appris. Mais il y a des cours d'eau qui déchargent le poids des champs. Il y a des cours d'eau qui abreuvent. C'est des cours d'eau naturels, on l'a vu. C'est des choses, pourquoi ne pas les protéger? Regardez seulement notre Vouri aujourd'hui. Mais le Vouri est d'abord et avant tout un fleuve totémique. Parce que dans ce Vouri-là, il se trouve une vie qu'on appelle peut-être le Mbeyatoé. Pour ceux qui n'ont pas fait la pêche au Mbeyatoé. Moi, j'ai eu l'occasion pour la première fois
de parler des histoires qu'un enfant ne dit pas. Mon tuteur était là, mon père était là. Et nous, on disait toutes sortes de choses. Mais toi, tu es le vagin le plus beau de la vie. Mais toi, tu es le ceci le plus beau. Oh, mais c'est pas possible, cette femme vélue. Et plus vous parlez, vous activez le processus, ces gars sortent de l'eau. C'est un fleuve totémique. Le Cam, qui est là, qui sépare Mélon du Bafan, là, le petit cours d'eau rouge, là, c'est des fleuves totémiques. À Mélon, là, vous avez vu la descente des mèches du sacré de Dieu lui-même. Il y a un cours d'eau qui nourrit pratiquement, qui vient nous nourrir jusqu'à chez nous, là, à Kola. On a des chutes que cette histoire laisse passer à Manjo, à Kola, en Loué, partout. C'est tellement beau, mais que faisons-nous donc? Nous venons construire les cours d'eau des grandes entreprises qui produisent du chimique et tout, et nous détruisons donc la flore totémique. Même si on dit que cette eau est sale, parce qu'il y a des taux de radiation montée, descendre, ça c'est encore le processus intellectuel qui explique cette chose-là. Mais le processus cosmique s'explique comment? Puisqu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour ce fleuve de Vouri que vous voyez. Il y a eu des courses de pirogues là. Ce n'étaient pas des courses de pirogues ordinaires, il ne s'agissait pas d'un sport. Mais il s'agissait du talent que l'on expose. Voilà ce que j'ai à vous donner. C'était une affaire de communauté. C'était quelque chose de bien. Voilà le vampirisme que vous faites. À l'église aujourd'hui, alors qu'on est chez nous, et c'est nous qui donnons justement le terrain, c'est nous qui construisons cette église. On installe le prêtre qui a sa belle villa, sa belle petite voiture, chouette. Mais il n'expresse pas en langue maternelle. Ce terrain-là qu'on lui a attribué, là, il y a eu des rites de séparation. On a dit ça, désormais ça appartient à l'église catholique. Cela s'est fait avant l'État. Ça pouvait se faire même sur la main sur le crâne d'un canard. Pourquoi pas? Il y a des choses comme ça qui se sont faites sur le crâne de l'ancêtre de ce village. Pourquoi il vient introduire la langue française alors que les villageois qui sont là ne parlent pas cette langue? On nous a imposé le latin, seulement nous ne savons pas ce que c'est. Ça devrait se parler là-dedans en langue, parce que ce terrain-là, il appartient toujours à ce village. Et c'est ce village qui doit encore décider de la destinée totémique, héréditaire et cosmique de ce terrain. Faisons très attention. Il ne s'agit pas de ce qu'on parle de l'église, non. Sinon, cette église-là est prédatrice. Mais si c'est le bon deal, mes chers amis, on n'a pas à parler le français là-bas dedans. Donc on nous a pénétrés jusqu'aux entrailles. Je ne reproche pas totalement le système éducatif, j'essaie juste d'essayer d'apporter ma part un peu de petites choses dans ce petit jeu en fait. Parce que quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, je n'ai que des larmes parce que je vois comment aujourd'hui c'est à la mode, maintenant on mange des ananas avec des engrais chimiques, c'est comme ça, c'est tel qui est le plus grand agriculteur, oh ben il plante que la banane, tu sais ça bananerait, mais vous empoisonnez pas seulement la terre, mais vous la détruisez en profondeur. Vous nous séparez de cette chose-là, de cet éther-là qui doit nous porter. Désormais, notre science quantique, cette chose où on allait puiser là-dedans, on ne l'aura plus. Parce que ça se décide maintenant aux États-Unis. Ça se décide ailleurs. Et qu'est-ce qui se décide donc chez nous? Et pourtant, c'est le chez nous. Le système éducatif colonial est un grand frein à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que, qu'on le veut ou pas, la vie voudrait que nous soyons nous-mêmes nos propres entrepreneurs. Nous sommes d'abord et avant tout les entrepreneurs de notre propre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Avant d'être entrepreneur dans je ne sais pas moi quoi, salle office, en business office, talent, tout ça là, c'est une très bonne chose. Mais il faut d'abord être ceci, là, il faut d'abord être comme ça là-dedans. Mais oui. Parce que ce qui crée cette entreprise à l'extérieur, ce sont tes facultés mentales. Ce qui crée cette entreprise à l'intérieur, ce sont tes facultés émotionnelles. Donc c'est un frein à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que nous n'entreprenons pas comme cela devrait être. La preuve, nous commençons très bien depuis le cours d'initiation.
Et puis ensuite, on est réglé, bien canalisé, collège, université et tout. Très bien. Pour finir comment? Pour finir où? Dans les bureaux que monsieur Michael a construit, tout simplement. Donc, on nous a canalisés, on est comme des bœufs dans un couloir, et le couloir a été bien conçu, et paf, nous filons, nous marchons là droit, parce que nous sommes désormais là pour enrichir monsieur Michael, monsieur Bittom, monsieur Fuller, monsieur Grundy Fox. Là, c'est une entreprise allemande, tu sais. Ah non, tu sais, les Allemands, non, non, là, c'est quand même sûr, tu sais. Bon, j'ai un master en ceci. Si vous avez un master en cela, mais créez dans cela, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas que travailler pour les gens est dangereux, mais sachez toujours qu'un jour, vous devriez travailler également pour vous-même. Il se trouve qu'on a une manne qui a donc travaillé longtemps chez M. Bottom. Et comme ça, à 60 ans, il ne sait plus quoi faire, parce qu'il n'y a plus de travail chez M. Bottom. Il se réfère toujours à sa belle petite histoire. Ah, tu sais, mon patron, mais souvent, je me rappelle quand il arrivait, il me touchait, il me tapotait, il me disait, écoute, Makwamba, toi, là, vraiment, tu es le meilleur employé de la salle. Ah non, toi, c'est... Mais oui, mais à la fin, qu'est devenu Makwamba? Pour ceux qui ont un peu de force, ils deviennent quand même paysans. Et après quoi? Voilà que 60 ans de sa vie, il est gâche comme ça dans une bêtise parce qu'il n'a plus rien à produire. Est-il dans le bonheur? Non, il est toujours dans le malheur. Et on voit comment ça finit à l'église. À se mettre à genoux, à se mettre debout. Que fait le chef dans une église et à demander à Dieu, il dit bien, vraiment je te demande cette faveur par ton fils Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas appeler ton Seigneur Jésus-Christ avant ton ancêtre. Parce que la tombe de ton Seigneur Jésus-Christ est loin en Israël. Celle de ton père est à côté de toi là. Commence d'abord quand même par lui et dis, bon, maintenant comme j'ai appelé le nom de mon père, je termine maintenant par le Seigneur Jésus-Christ. Là, ça va. Mais si à l'église, là, on se retrouve là, l'entrepreneuriat est foutu parce que faisons-nous donc de cette manne intelligence? Parce que parmi tous ces vieux-là, moi, j'ai 40% de ma patientèle, c'est des personnes âgées. C'est-à-dire que 40% de ma patientèle est composée de personnes âgées. Il ne faut pas comprendre. Mais ils n'ont plus rien à faire. Si je ne les balade pas en culotte, en short, ils ne penseront même pas qu'ils sont encore bons. Alors que 60 ans, pour un Africain noir, là, ça ne représente pratiquement rien. Bon, là au moins, ils ont eu tellement de diplômes, ils ont eu tellement de connaissances. Donc du coup, ils ont développé ce qu'on appelle une intelligence intellectuelle. Mais ils n'ont plus rien à produire. Aucun pays africain dans sa pure pauvreté, vous savez que parfois, on est comme ça à 5%, parfois à 3% de nos ressources naturelles. Bien. Qu'est-ce que ça peut faire? On ne peut plus s'occuper de ces vieillards. Et pourtant, ils ont tellement à produire. Imaginez-vous, mes chers frères, un gars qui a été directeur des finances dans une boîte comme au port autonome du Douala. Prenons tout simplement un cas. Mais ce garçon est capable de tout, de vous produire une intelligence intellectuelle énorme. On l'a mis où? C'est le système colonial qui le veut. Le système éducatif colonial veut que quand vous avez fini de servir ou d'enrichir monsieur un tel d'étranger, maintenant vous pouvez aller moisir dans la maison là, écoute, bon, tu sais maintenant monsieur Makwamba, ou non, c'est un chercheur de champignons. Ouais, c'était mon patron ce monsieur, quoi? Ben oui, le Makwamba que je connais là, ben bien sûr. Et c'est fini. Il devient un foyer de processus cancérigène. Il devient un foyer de stress, foyer de désespoir. Les amis l'ont quitté, tout le monde meurt maintenant. Lui-même, il n'attend que ça. À quel âge? Nous mourrons vieux parce que c'est un problème d'hérédité. Notre mémoire héréditaire, on la connaît. Parce que nous ne pouvons pas être ici, au milieu des fruits saisonniers. Et quand l'on vient aujourd'hui nous produire des fruits à longueur de l'année, je dis que ça devrait interpeller les Africains noirs que nous sommes. Ça devrait nous interpeller. Parce que si nous sommes donc des ingénieurs agronomiques, pourquoi ne pas stabiliser le processus? Puisque c'est un processus héréditaire, puisque vous-même vous êtes un processus héréditaire, nous ne devrions pas nous séparer de ce que nous avons, parce que ce que nous avons là est en harmonie avec nous. Une fois détaché, il y a très simplement la désharmonie qui va s'installer. Donc je dis que
le système colonial, éducatif colonial, naturellement pour nous les Noirs africains, la preuve, ils nous insultent maintenant. Ils nous appellent des analphabets maintenant. Puisque aujourd'hui, le système est tellement élevé qu'il y a un palier. Et ce palier voudrait que maintenant, pour décider, pour parler en public, vous devez être docteur plus. C'est normal. Et puis c'est normal. C'est quand même de l'intelligence intellectuelle. Donc sur les 1000 milliards d'intelligence que nous avons, l'intelligence intellectuelle est carrément en train de foudroyer cet autre 1000 milliards. Et pourtant, ça ne représente qu'un élément sur les 1000 milliards d'éléments. Mais c'est normal qu'un gars qui a acquis cette maturité à l'école, ou alors chez M. Bouton, quand il nous revient, mais qu'il nous revient comme un enfant du village, qu'il ne nous revienne pas comme un gars qui vient installer les bars dans les quartiers résidentiels, ça dérange. Aujourd'hui, parce qu'on doit s'enrichir à tout prix, ben écoute, quitte à faire manger à nos ancêtres le coin, machin, tout un tas de choses. Mais c'est très beau, quand je vois ces entreprises chez nous, ces petits enfants qui se battent à nous reproduire les beignets. Voilà ce que nous attendons de cette intelligence intellectuelle. Nous attendons des gars qui peuvent transformer ce monde. C'est ça qu'on appelle le baptême en fait. La spiritualité, quand elle parle du baptême, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que je ne me sépare pas du temps, mais je suis les générations et je transmets. Quand j'ai donc dit ça, je vais également vous expliquer l'enseignement, le système éducatif originel. Pourquoi j'appelle ça le système éducatif originel? Parce que je suis déjà chercheur en sciences abstraites. J'ai parcouru ne serait-ce que ce pays. Je connais Bamsenge, je connais Fungunkwet, je connais Bafan, je connais Bana, je connais Yagwa, je connais Tibati, je connais Mémé, je connais tellement, je connais Mesese, je connais tellement de points, tellement d'endroits. Je connais Lomi, je connais Ngoïlan, je connais Kilenden Ouchad, je connais tellement d'endroits. Et partout, c'est le même système éducatif. Peut-être que c'est le système éducatif originel. Quand je crois, parce que pour le système éducatif originel, l'école nous sert à connaître la raison des choses, à nous fournir une culture pour que celle-ci nous serve à nous et à notre communauté. Ceci tout au long de notre vie. Donc, l'école est un outil, tout simplement. L'école, c'est pas une arrivée, parce que l'école ne finit jamais. On est toujours apprenti. Même si on est déjà maître, on est toujours là. L'école nous fournit une culture parce qu'on n'élève pas un enfant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on cultive comme si on cultivait dans un champ. Parce que une fois l'enfant bien éduqué, bien instruit, vous pouvez dormir tranquille. Il n'a pas besoin de se charger des romans, des papiers formants pour écrire à monsieur tel, écrire à telle entreprise, si tu ne me prends pas au boulot, je stresse. Mais c'est ce qui se passe avec nos universités aujourd'hui. Une fois que l'enfant a déjà ces nombreux diplômes, il fait quoi? Il retourne à la maison pour faire quoi? Pour attendre midi. Pour déranger encore les parents. À quel âge? Les pauvres sont déjà abattus par le poids de la vie. La vie devient dure de jour en jour. C'est pas facile aujourd'hui de nourrir 4 enfants. Et pourtant. Monsieur Folso Victor, par exemple, Monsieur Monkam, je parle comme ça des Camerounais, et tellement le patriarche de Vision 4, tous ceux qui ont créé toutes ces chaînes de télévision, Monsieur Folso par exemple, Monsieur Folso Victor. Monsieur Folso Victor a acquis, c'est l'école. C'est lui qui emploie maintenant les diplômés, et pourtant, parce que là-dedans, il y a une intelligence qui lui a dit, voici ce que tu peux créer. Donc l'éducation originelle encourage l'être humain à devenir autonome, à se prendre en charge. C'est là-dedans le challenge de l'école. C'est là le véritable défi que chaque communauté doit relever. Je l'ai vu au nord, je l'ai vu au sud, je l'ai vu à l'est. Je salue d'ailleurs mes amis de Bétois. Je l'ai vu à Baham, je l'ai vu à Banjoun, je l'ai vu à Bafoussam, je l'ai vu à comment on appelle mes villages du nord-ouest là. Je l'ai vu à Ma, je l'ai vu à Ndop. Je l'ai vu à Bambili.
C'est le même système. L'école, donc, nous fournit une culture pour que celle-ci nous serve à nous-mêmes d'abord. Maintenant qu'elle serve à la communauté. Ceci dit, et ça tout au long de la vie. Vous comprenez que vous êtes obligé de vivre, de faire avec votre communauté, et la communauté est obligée de faire avec vous. C'est ce que nous avons appelé la relation de la base et du sommet. Le sommet dépend de sa base pour être encore plus magnifique. Et la base dépend de son sommet pour se faire connaître davantage. Voilà les principes. On savait que si l'enfant se polarise avec la communauté, et que la communauté se polarise avec l'enfant en question, il n'y aura pas d'échec, même pas de sentiment d'échec. Parce que les pensées de cet enfant sont les pensées de la communauté. Les sentiments de cet enfant sont les sentiments de la communauté. Maintenant, les actions de cet enfant sont également les actions de la communauté. Vous avez entendu Jésus, je ne sais pas si dans quelle prière on vous a dit que parce que ce qui est fait en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est fait en bas est comme ce qui est en haut. Il s'agit de la polarisation. Je ne vois pas où nos vieux papas africains aux cheveux crépus ont péché, je ne le vois pas. Et si nous suivons cette polarisation, il n'y aura aucun souci. Sauf que la communauté d'aujourd'hui est tellement intellectuelle que si le chef ne sait pas parler français, il n'est pas chef. Non! C'est un problème d'hérédité. Qu'il sache parler français ou pas, il y en a qui vont l'éduquer. Le chef, qu'il le veuille ou pas, qu'il aille à l'école ou pas, il a déjà les outils nécessaires qui lui font parler toutes sortes de langues, s'il le souhaite. S'il a choisi de parler français, vraiment après le banjo, il va vous parler français. Certainement, vous avez entendu parler de Eboalotil, par exemple. Regardez ce talent qu'il a développé. Moi, j'étais à Tibati. Pour ceux qui sont à Tibati, vous pouvez demander cette histoire au Lamido de Tibati. Il y a un gars qui est sorti de nulle part et qui vous parlait toutes sortes de langues. Mais il était devenu lui-même déjà un outil touristique pour Tibati. Vous pouvez vous rapprocher du Lamido de Tibati. Ce garçon pouvait vous décoder n'importe quel code, mais il n'avait que 8 ans. Il n'avait que 8 ans. Vous ne pouvez pas imaginer tellement de choses se passent en nous que nous ne sommes pas tout simplement conscients. Donc, dans l'éducation originelle, on a ce qu'on appelle, entre guillemets, l'éducation de base. L'éducation de base, pourquoi? Parce qu'une fois que l'enfant, sur le plan tout rituel, a déjà été rattaché à ses ancêtres, selon les nouvelles règles générationnelles de la communauté, cet enfant est confié à son père ou alors à ses parents. Ça dépend du processus dominateur qui domine cet enfant. Si c'est un processus lunaire, on remet l'enfant à sa maman 9 fois. Et on lui dit, garde-nous bien cet enfant, nous reviendrons le chercher. On confie l'enfant à ses parents. Ceux-ci, maintenant, doivent lui transmettre, doivent lui donner ce qu'on appelle une instruction de base. On doit lui dire, attention, ici, le matin, on salue tous les grands-papas. Moi, j'ai vu ça à Calabar. J'ai vu ça au Cap Cameroun. J'ai vu ça à Botéicot. J'ai vu ça à Kano, où un enfant se lève. Il n'a pas que papa, je suis déjà vieux, je suis déjà intellectuel. Non, il a déjà lui-même des enfants. Mais il se prosterne pour recevoir la bénédiction de son père tous les matins avant de se rendre au boulot. Voilà l'éducation de base. C'est à la base. On appelle donc celui-là le pénitent. Ou alors l'enfant pénitent. Parce qu'il a encore toutes ses ressources avec lui. J'interpelle toutes ces femmes-là qui ont quand même observé le comportement de l'enfant. Vous allez voir que quand l'enfant est capable de se réveiller le matin et de jouer dans toute une journée sans vraiment avoir besoin de manger. Il revient seulement boire de l'eau et il s'en va. Et il ne boit que de l'eau quand il a soif. Vous n'avez pas remarqué ça? L'enfant ne boit que de l'eau quand il a soif. Il est tellement curieux il ne s'intéresse pas à la nourriture, mais il ne demande la nourriture que quand il a déjà faim. Et du coup, il faut quelqu'un pour lui dire, pour le ramener à l'ordre.
Voilà l'éducation de base. Il est le pénitent parce que on a encore l'occasion de fouetter les petites fesses, on a encore l'occasion de gronder le pauvre, on a encore l'occasion de lui dire, tu vas au lit maintenant, c'est terminé Mangamba, tu vas au lit tout de suite, c'est terminé Mangamba. On a l'occasion de lui, en fait ça s'appelle du reconditionnement. L'éducation de base est le reconditionnement qu'un parent fait. Parce que ton premier monde était dans le ventre de ta maman, c'est là-bas que tu pouvais jouer avec les lianes, ce que vous appelez les machins, bon voilà, et puis voilà, tu étais nourri. Non, maintenant là, écoute mon gars, tu têtes le lait de ta mère, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Très bien, ça se joue comme ça, tu vas dormir. Oui, les enfants, ils doivent prendre cet ananas, c'est l'éducation de base, c'est le pénitent. Il est là pour assumer. Et de temps en temps, il est dorloté, c'est des petites récompenses. Quand je dis le pénitent, ça ne veut pas dire qu'on fait souffrir, non. Et puis on le pousse immédiatement à reconnaître ses erreurs, à reconnaître ses fautes, à demander pardon, à se soumettre à la loi parentale. Voilà l'éducation de base. C'est pour ça qu'il est le pénitent. Il est soumis à un ordre traditionnel qui doit commencer là, dès sa petite naissance. Vous avez toujours vu parfois les enfants pleurent, on vous dit ne les portez pas, laisse-le pleurer, il va se calmer seul et il apprendra à ses dépens. Et puis donc, voilà l'éducation de base, il est le pénitent. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que c'est l'éducation intermédiaire. Ça, voici notre éducation africaine. L'éducation intermédiaire, où le gars est maintenant l'apprenti. C'est-à-dire, le processus, lorsqu'il se déclenche dans ce que vous appelez le troisième œil, la communauté ressent ça parce que de temps en temps, il y a des gens qui viennent lui rendre visite. Il a toujours les petits homonymes au village. Il y en a toujours qui l'appellent comme là, mon ami et tout ça là au village. Donc voilà, ces gars, ils sont là pour assurer la continuité. Quand le processus du troisième œil se mature, dont l'enfant devrait avoir entre 7 ans, 8 ans jusqu'à 14 ans pour ça, dans certaines communautés, hein, immédiatement, c'est la communauté qui prend les choses en main. Elle prend le relais. Le papa commence déjà à lui présenter à ses oncles. Vous savez que nous, on ne parle pas de tonton ici. Nous, on parle de papa. On lui dit à ses autres papas et à ses autres mamans. De temps en temps, il est commissionné. Va chez tel tonton, va chez ton papa, là, chez ton grand-père. Demande-lui si. Il est commissionné à gauche et à droite. Et c'est comme ça qu'on commence déjà à apporter une certaine observation sur lui. Comment il se comporte, il joue avec qui, quels sont ses jeux, est-ce qu'il est violent, est-ce qu'il est turbulent. Comment on fait? On a tout le temps de te canaliser. Une éducation chez nous en Afrique, ça n'appartient pas, ce n'est pas seulement le challenge d'un parent, c'est le challenge des parents et de la communauté. C'est lui qu'on appelle l'apprenti. Mais c'est qui l'apprenti? L'apprenti est un élève de ses parents et de sa communauté. Premièrement, l'apprenti est un élève, l'élève de ses parents et de toute sa communauté, premièrement. Celui-ci est nourri et instruit totémiquement, héréditairement et cosmiquement. Vous comprenez que la durée de l'apprentissage dépend d'abord de ses parents et ensuite de sa communauté, ou d'abord de la communauté et enfin de ses parents. Pour acquérir donc le titre, le statut de maître ou de sage. Donc l'école chez nous se décompose en 3 parties. La première partie, c'est l'éducation de base. La deuxième partie, c'est l'apprenti. Mais qui est l'apprenti? C'est un élève, d'abord de ses parents. Ce garçon est maturé. C'est pour ça que j'ai parlé de nutrition. On le nourrit avec la connaissance. La connaissance sur les plantes. Il doit savoir, moi par exemple, qui ai grandi auprès de mon grand-père, maternel d'abord, j'ai su tout faire. Je savais cuisiner, je sais mettre les pièges, j'ai été à la pêche, j'ai débroussaillé dans les champs, j'ai eu moi-même à cultiver tellement de choses, je connais comment on prépare toutes les nourritures de chez nous, toutes sortes de nourritures, je sais battre au tam-tam parce que je suis le premier petit-fils d'une famille royale. Je sais battre au tambour, je sais chanter les chansons de chez nous, je sais danser les danses de chez nous,
Et je connais comment ça se passe. On m'a maturé tous les soirs. Mon grand-père se donnait tellement de peine pour m'expliquer l'histoire des conquêtes du village, les limites, les bornages du village, l'histoire de nos ancêtres. Et puis j'ai eu la chance maintenant, là, d'apprendre maintenant aussi de l'éducation religieuse, c'est-à-dire la religion catholique. Pour ceux qui me connaissent bien peuvent en témoigner. C'est tellement merveilleux. L'apprenti est toujours là. C'est le gars à tout faire. Maintenant, comment on fait aujourd'hui? Le système colonial nous demande de grandir, de quitter nos parents très tôt. Parfois immatures. Parfois nous les quittons même d'ailleurs parce que maintenant on a déjà les diplômes, tellement de diplômes que... Et ça c'est une très bonne chose. Au moins ça nous permet d'évoluer, ça c'est vrai. Mais on y va prématurément. Or, moi par exemple, quand je quittais le village, pour aller déjà quitter mes grands-parents, on m'a préparé pendant au moins 3 ans. Et ce jour-là, c'est mon grand-père qui m'appelle pour me dire, tu pars demain. La deuxième lune te prouvera où tu es. Je dis, d'accord. Il me dit, à genoux. Je me mets à genoux. Il me dit, regarde le soleil. Partout où tu verras cette chose ici, c'est que Dieu existe. C'est le Dieu de mes ancêtres. Et la nuit, le soir, il m'appelle. D'abord, on n'était même pas en période lunaire. Mais quand la lune a commencé en lune croissante, il m'a dit, tu as vu comment la lune est? Il dit, oui, c'est comme ça que tu es né. On t'a ramené ici, tu as grandi. Et te voilà maintenant qui va vieillir de l'autre côté. Partout où tu verras cette chose-là, c'est que Dieu existe. Et partout où ce Dieu existe, j'existe. C'est ce que m'ont transmis mes ancêtres. Je te le transmets à toi aussi. Transmets-le à tes enfants. J'ai eu le temps de te maturer. Je t'ai appris la paix, je t'ai appris. Désormais, vas-y, le village t'appartient et nous comptons sur toi. Mon premier élève, mon premier disciple fut le vieux qui m'a porté. Le pauvre vigneron au Naréné. C'était mon premier disciple. Il se soumettait. Il me disait, Ndior, tu veux que je fasse quoi? Je dis, tonton René, il dit oui. Va me chercher telle herbe, telle écorce, tel machin. Et parfois, il me disait, purifie-moi, fais-moi des bains. Mon premier élève est le papa qui m'a porté. Est le papa qui m'a élevé, qui m'a éduqué. Voilà, c'est pas beau ça? Donc, l'apprenti, c'est ton père qui te dit maintenant, écoute mon gars, tu es prêt, vas-y. Ou alors, c'est la communauté qui commence à venir demander conseil. À venir maintenant s'humilier, te dire, mon fils, écoute, j'ai tel souci, parce que désormais, tu es devenu le maître, le sage. On se réfère à toi, parce que là, tu as la maîtrise de tes facultés. Tu peux décider de ta vie aujourd'hui. Tu peux te forger un destin. Tu n'as pas besoin de quelqu'un de l'extérieur qui va t'apprendre quoi. Tu l'as déjà, tu as déjà ce talent. Et maintenant, tu as le talent parce que tu as acquis la maîtrise de tes facultés. Tu as la connaissance. C'est pour ça que chez nous, j'ai parlé de l'instruction. On t'instruit. C'est-à-dire qu'on te donne la connaissance de tout ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Maintenant, selon ton état de conscience et selon ton niveau de conscience, on se dit que tu peux bien conduire à bien. Tu peux conduire à bien la destinée de cette communauté. Donc, tu n'as pas peur de l'avenir. Puisque l'avenir est entre tes mains, c'est toi l'avenir. Tu n'as plus peur de rien. Tu es le Sangoku de ta propre vie et le Sangoku de la vie du village. Le village peut compter sur toi. C'est pour ça que ça ne le surprend pas. Rien ne surprend une communauté qui est celle-là, qui a forgé son destin, qui t'a donné son destin en main. On n'a pas peur. On sait à qui on a confié les clés de ce village. C'est pour ça que vous allez voir que chez nous, les chefs portent les clés. Parce qu'on lui a confié la clé de cette communauté. On lui a confié ça sur le plan physique. On lui a confié ça sur le plan psychique. On lui a confié ça sur le plan totémique. On lui a confié ça sur le plan héréditaire. On lui a confié ça sur le plan cosmique. Sur tous les plans, on lui a dit, voilà la clé, mon cher ami. On lui a appris à danser sur l'eau. On lui a appris à marcher dans le feu. On lui a appris la nage. Il connaît comment utiliser la pirogue. Puisque c'est une transmission. Un chef, chez nous, ça se porte dans une pirogue. Maintenant alors, le chef va tomber dans quelle eau? Puisqu'il y a des entreprises maintenant partout. Et puis voilà quoi. Notre volet international. Mes chers amis, c'est ici que prend fin
notre causerie, excusez-moi, le vin l'a sucré jusqu'à... C'est la fête de Banjou. Donc, rendez-vous jeudi, lorsqu'il sera 19 h, pour notre séance de questions-réponses. Bonsoir à vous. Et merci encore pour vos multiples partages et pour vos multiples j'aime et vos cœurs. Merci encore. Rendez-vous jeudi, lorsqu'il sera 19 h, heure du Cameroun. Merci beaucoup. Je finis mon petit vin là.